Soyons francs, dans la plupart des entreprises, la manière de prendre des décisions, elle est cassée. C'est souvent lent, confus et il manque des informations essentielles. Au final, qui décide? Souvent la personne avec le plus gros salaire, en se basant sur son expérience, une expérience qui n'est plus forcément en phase avec le monde d'aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que ça se passe encore comme ça? Alors, regardons ça de plus près. On adore dire qu'on veut être informé par les données, mais la réalité, comme le montre si bien ce dessin, c'est qu'on reste guidé par l'instinct. Cette petite faille, cette excuse pour suivre son intuition, c'est en fait le symptôme d'un problème bien plus grand et surtout bien plus coûteux. Et oui, ce problème a un coût absolument gigantesque. Rien que pour les entreprises du Fortune 500, les décisions inefficaces coûtent 250 millions de dollars en salaires gaspillés chaque année. On parle donc d'enjeux colossaux. Alors la question c'est, d'où viennent ces erreurs qui coûtent si cher? La racine du problème, ce n'est pas juste un mauvais processus. C'est notre propre cerveau, notre pensée humaine qui est par nature imparfaite. Et c'est là que les fameux biais cognitifs entrent en scène pour saboter nos décisions. Allez, on les passe en revue en mode rafale. D'abord, le biais de confirmation. C'est cette tendance très humaine à chercher uniquement les infos qui confirment ce qu'on pense déjà et à ignorer tout ce qui pourrait nous contredire. Ensuite, la pensée de groupe. C'est quand le besoin d'être d'accord, de garder une bonne ambiance dans l'équipe, devient plus important que de regarder la réalité en face. Résultat, on évite les débats et on prend collectivement de très mauvaises décisions. Puis, il y a le syndrome du « nous sommes arrivés ». C'est un classique. Les succès passés créent un faux sentiment de sécurité, une sorte de complaisance qui nous déconnecte complètement du marché. On se croit invincible et c'est précisément là que le danger nous attend. Ah, le biais du résultat. Celui-là est particulièrement vicieux. C'est quand on juge une décision uniquement sur son résultat et pas sur la qualité du raisonnement qui a mené. En gros, on applaudit un coup de poker qui a marché et on blâme une décision prudente qui a juste manqué de chance. Et tout ça, ça mène à ce qu'on appelle l'organisation des pompiers. Une culture d'entreprise où tout le monde passe son temps à éteindre des feux, à gérer des crises, au lieu de mettre en place des systèmes pour les empêcher de se déclarer. On est toujours en réaction, jamais dans l'action. La métaphore du Ling-Chi, cette mort par 1000 coupures, est parfaite pour décrire l'effet de tous ces biais. Chaque petite mauvaise décision, c'est une coupure. Prise seule, elles semblent sans conséquence. Mais accumulées, elles affaiblissent l'entreprise jusqu'à potentiellement la tuer. La vraie question, c'est comment on arrête l'hémorragie? Bon, pour sortir de ce cercle vicieux, il faut une méthode, une structure. C'est là qu'intervient le cadre d'intelligence économique. L'idée, c'est d'utiliser l'analyse systématique du marché et de la concurrence pour court-circuiter nos propres biais et construire des décisions qui tiennent la route. Pour améliorer le processus, il faut d'abord le décortiquer. Et si on regarde les ingrédients d'une décision, il y en a un qui est absolument crucial. Il est là en gras, l'input. Quelle information est-ce qu'on utilise? D'où vient-elle? C'est la question fondamentale. Si l'input est mauvais, tout le reste s'écroule. Et voici le secret pour transformer la donnée brute en action. C'est un cadre en 3 temps, tout simple mais redoutablement efficace. Quoi? Et alors? Et maintenant? Quoi, c'est le fait, l'info. Et alors, c'est l'impact sur le business. Et maintenant, c'est la recommandation. Ça force à aller au bout du raisonnement. Ça, c'est le changement de mentalité essentiel. Le rôle de l'intelligence économique, ce n'est plus de balancer des rapports ou des données. Non, c'est de faire des recommandations claires, c'est de proposer des options stratégiques sur la table. Et quand on applique ça, l'impact est concret, partout dans l'entreprise. Côté produit, une simple demande d'infos sur un concurrent s'est transformée en refonte totale de la roadmap. Côté vente, on a arrêté de se demander quoi dire pour se concentrer sur quoi faire, pour améliorer les process et gagner des deals. Pour la tarification, l'analyse concurrentielle a permis de bâtir une vraie stratégie là où il n'y avait rien. Et en fusions et acquisitions, ça a carrément évité une catastrophe en stoppant un rachat beaucoup trop risqué. Allez, on passe à la dernière partie. Projetons-en un peu. C'est quoi l'avenir de la prise de décision? Et comment on peut continuer de s'améliorer? J'adore ce concept, ingénieur de la décision. Ça change tout. Le but n'est plus seulement d'analyser le passé ou le présent, c'est de devenir un véritable architecte, de construire activement les décisions de demain. Mais attention, il y a un vrai danger qui nous guette. Avec la technologie et l'IA, la prise de décision s'accélère et on risque d'externaliser notre pensée critique, de la déléguer aux machines. C'est une compétence purement humaine qu'il faut absolument protéger et muscler. Finalement, le message est simple. Pour bâtir des entreprises qui durent, l'antidote ultime à l'instinct et au biais, c'est de cultiver une culture de la recherche de vérité. C'est d'investir dans la pensée critique. Alors, oui, longue vie aux chercheurs de vérité et longue vie à la pensée critique.